14h32, 23 mai 1941, le sergent William Henderson ne pouvait en croire ses yeux. Le commandant allemand du camp, le colonel Friedrich von Stauffen, se tenait personnellement devant lui, un plateau à la main. Dessus, une soupe chaude, du pain frais, et même un morceau de beurre. « Vous êtes des prisonniers de guerre, pas nos esclaves », déclara le colonel dans un anglais hésitant. « La Convention de Genève nous est sacrée. » Henderson s'attendait à tout, à la torture, à la faim, à la mort, mais pas au respect, pas à l'humanité. En ce moment précis, toute sa vision du monde s'effondra. Tout ce que la propagande lui avait raconté sur les Allemands barbares se dissipait dans la vapeur de la soupe chaude. Ce que Henderson et des milliers d'autres prisonniers de guerre britanniques vécurent dans les camps allemands allait changer à jamais leur perception de la guerre, de l'ennemi et de l'humanité. Pour comprendre le choc des prisonniers britanniques, il faut comprendre leurs attentes avant leur capture. La propagande britannique avait peint un tableau clair. Les Allemands étaient des barbares, des Huns, des monstres sans pitié. Chaque soldat britannique, capturé en 1940 et 1941, s'attendait au pire. Le sergent Henderson faisait partie du corps expéditionnaire britannique, capturé à Dunkerque. Alors que les soldats allemands approchaient, il pria, non pas pour être sauvé. C'était impossible. Il pria pour une mort rapide, mais la mort ne vint pas. À la place, quelque chose qui le bouleversa encore plus, un traitement correct. La Convention de Genève de 1929 était un accord international sur le traitement des prisonniers de guerre. L'Allemagne l'avait signé, la Grande-Bretagne aussi. Mais dans la chaleur de la guerre, qui se souciait du papier? Les Allemands? Apparemment. Quand Henderson et ses camarades arrivèrent au Stalag 7A, ils s'attendaient à des coups. Au lieu de cela, ils furent enregistrés. Chacun reçut un numéro de matricule, nom, grade, numéro de série. Tout fut noté, exactement comme le prescrivait la Convention. Ils s'attendaient à la faim. Au lieu de cela, ils reçurent 2000 calories par jour. Pain noir, pommes de terre, soupe aux légumes, parfois même de la viande. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était plus que ce que beaucoup de civils allemands recevaient. Ils s'attendaient à un travail forcé jusqu'à la mort. Au lieu de cela, les officiers n'avaient pas à travailler du tout. Les sous-officiers seulement s'ils le souhaitaient. Les soldats travaillaient, mais dans des conditions réglementées, 8 heures par jour, le dimanche libre, payés en argent du camp. 15 juin 1941, Stalag 7A, Moosburg, Bavière. Le camp abritait 10 000 prisonniers de guerre britanniques. La plupart de Dunkerque, tous remplis d'angoisse. Le soldat James Morrison écrivit dans son journal secret « Jour 5 au camp, toujours en vie, toujours sans torture. Je ne comprends pas pourquoi. » Le 6e jour, il comprit. Le colonel von Stauffen rassembla tous les prisonniers. Dans un anglais parfait, il avait étudié à Oxford. Il expliqua « Messieurs, vous êtes des soldats qui ont combattu pour votre pays. Je respecte cela. Vous serez traités ici conformément à la Convention de Genève. Toute plainte peut m'être adressée directement. » Les Britanniques n'en croyaient pas leurs oreilles. Un colonel allemand qui parlait de respect. Mais ce n'était pas que des mots. Lorsque les colis de la Croix-Rouge arrivèrent en retard, von Stauffen partagea les rations allemandes avec les prisonniers. Lorsque le charbon vint à manquer durant l'hiver 1941, il fit chauffer d'abord les baraquements des prisonniers, puis les quartiers allemands. Le caporal Thomas Wright écrivit à sa mère « Maman, tu ne vas pas le croire, le commandant allemand nous traite mieux que notre propre sergent-major pendant notre entraînement de base. » Ces lettres étaient souvent retenues par la censure britannique. Elles ne correspondaient pas à l'image de la propagande. Les intersynthèses prisonniers pouvaient écrire des lettres,
2 lettres et 4 cartes postales par mois. La Convention de Genève l'imposait, et les Allemands s'y tenaient. Chaque lettre était censurée. Oui, mais elles étaient envoyées. Le soldat Alan Foster écrivit à sa femme « Ma chère Mary, je suis vivant et en bonne santé. Les Allemands, je peux à peine le croire en l'écrivant, nous traitent correctement. Nous avons à manger, nous avons des couvertures. Le commandant parle même anglais et demande chaque jour si tout va bien. » Les prisonniers britanniques luttaient contre leur dissonance cognitive. Tout ce qu'ils avaient appris sur les Allemands ne correspondait pas à ce qu'ils vivaient. Le sergent-major Ronald Peters, un vétéran de la Première Guerre mondiale, était particulièrement déconcerté. Il avait combattu contre des Allemands. Il les haïssait. Son frère était tombé en 1917. Et maintenant, il était assis avec le capitaine Werner Hoffmann et jouait aux échecs. Hoffmann avait étudié à Cambridge. Ils discutaient de Shakespeare, de cricket, de la folie de la guerre. Peters écrivit dans son journal « Hoffmann est plus cultivé que la plupart des officiers britanniques que je connais. Hier, il m'a donné son dernier morceau de chocolat lorsqu'il a vu que c'était mon anniversaire. Je ne comprends plus le monde. » Les prisonniers commencèrent à se poser des questions. Si les Allemands étaient si barbares, pourquoi les traitaient-ils humainement? S'ils respectaient la Convention de Genève, étaient-ils vraiment les monstres qu'on disait? Le lieutenant-colonel James Stewart, l'officier britannique le plus haut gradé du camp, avait des rencontres régulières avec le colonel von Stauffen. Après une de ces rencontres, il dit à ses hommes « Les gars, je dois vous dire quelque chose. Von Stauffen vient de punir des gardes allemands parce qu'ils ont été impolis avec nos hommes. Un colonel allemand qui punit des soldats allemands pour protéger des prisonniers. Britanniques, expliquez-moi ça. » Personne ne pouvait l'expliquer. Cela ne correspondait tout simplement pas à leur vision du monde. Les échanges culturels commencèrent presque automatiquement. Des gardes allemands, beaucoup d'entre eux de jeunes hommes qui voulaient apprendre l'anglais, entamèrent des conversations. Des prisonniers britanniques qui devaient tuer le temps commencèrent à apprendre l'allemand. Le caporal Hans Müller, 19 ans, d'un village de Bavière, se lia d'amitié avec le soldat Tommy Brown de Liverpool. Ils échangèrent des photos de famille. Müller montra des photos de sa petite sœur. Brown montra sa fiancée. « Nous ne sommes pas si différents, » dit Müller un jour. Brown répondit « Non, nous ne le sommes pas, et cela rend toute cette guerre encore plus folle. » 23 décembre 1941. Le réveillon de Noël approchait. L'ambiance au camp était morose. Premier Noël en captivité, loin de chez eux. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Le colonel von Stauffen entra dans la messe des prisonniers. Non pas avec des gardes, seul. Il portait une caisse. « Messieurs, dit-il, demain, c'est le réveillon de Noël. Je sais que vous manquez à vos familles. Nous le faisons tous. La guerre, c'est l'enfer pour tout le monde. » Il ouvrit la caisse. Dedans, du chocolat, des cigarettes, même quelques bouteilles de bière, des produits de luxe, difficiles à trouver en Allemagne en 1941. C'est de mes réserves personnelles et de celles de mes officiers. Nous souhaitons que vous passiez de joyeux Noël. Le silence dans la salle était assourdissant. Quelques hommes avaient les larmes aux yeux. Le chef d'escadron Peter Hughes se leva. « Colonel, pourquoi faites-vous cela ?» Von Stauffen sourit tristement. « Parce que vous êtes des hommes, parce que c'est Noël, parce que mon propre fils est quelque part en Russie. Et j'espère que, s'il est fait prisonnier, quelqu'un lui témoignera la même humanité. » À cet instant, les prisonniers britanniques comprirent leur ennemi n'était qu'un homme, un père, quelqu'un pris au piège de cette guerre insensée, tout comme eux. Le lendemain, la veille de Noël 1941, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. Les gardes allemands se mirent à chanter des chants de Noël, minuit chrétien, en allemand.
Les prisonniers britanniques connaissaient la mélodie. Ils commencèrent à chanter avec eux, en anglais. Pendant un instant, dans un camp de prisonniers de guerre au cœur de la Bavière, les armes de l'esprit se... Turans, Allemands et Britanniques chantaient ensemble. Des ennemis devinrent des hommes pour une nuit. Le soldat David Williams écrivit plus tard « J'ai appris plus sur la guerre à cet instant que durant toute ma formation. La guerre, c'est quand des gens normaux sont forcés de tuer d'autres gens normaux. Et ici, dans le camp, nous avons pu, pendant un instant, redevenir normaux. » Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Sur 170 000 prisonniers de guerre britanniques dans les camps allemands, 95% survécurent. Le taux de mortalité était inférieur à 4%. À titre de comparaison, prisonniers soviétiques dans les camps allemands, 57% de mortalité. Prisonniers allemands dans les camps soviétiques, 35% de mortalité. La Convention de Genève a fait la différence, et des officiers allemands comme von Stauffen qui ont insisté pour la respecter. Les lettres et les journaux intimes des prisonniers britanniques sont remplis de surprise et d'admiration malgré eux. Le caporal Lance Georges Martin. Les Allemands sont maniaques de la propreté. Nos baraques doivent être nettoyées chaque jour. Au début, on détestait ça. Maintenant, on comprend. Ça empêche les maladies. Pas de typhus, pas de dysenterie. Ils nous protègent avec leur ordre maudit. Le soldat Kenneth Jones, le médecin allemand, le docteur Hartmann, m'a sauvé la vie. Appendicite. Il m'a opéré avec le même soin que s'il s'agissait de son propre fils. Pourquoi? Je suis son ennemi. Le sergent Robert Taylor. Aujourd'hui, le garde. Schmidt a partagé son dernier morceau de pain avec moi. Sa famille à Hambourg est bombardée, et il partage son pain avec l'ennemi. J'ai honte de ma haine. Les gardes allemands avaient des ordres clairs. Un document conservé datant du 15 août 1941 montre les instructions. À toutes les gardes, les prisonniers de guerre britanniques doivent être traités conformément à la Convention de Genève. Toute maltraitance sera sévèrement punie. Ils ont combattu pour leur pays, tout comme vous combattez pour le vôtre. Le respect n'est pas une faiblesse, mais une force. Signé Colonel Friedrich von Stauffen. Ces ordres ont été pris au sérieux. Le soldat Wilhelm Becker a été condamné à 30 jours d'arrestation pour avoir frappé un prisonnier britannique. La peine a été annoncée devant tous les prisonniers. Le message était clair. Les mauvais traitements ne seront pas tolérés. Le lieutenant de vol Charles Anderson a écrit « Un garde allemand a été puni pour nous avoir maltraités. Des Allemands qui punissent des Allemands pour protéger des Britanniques. Si quelqu'un m'avait raconté ça en 1940, je l'aurais pris pour fou. Les prisonniers ont commencé à changer d'avis. Pas sur la guerre, qui restait un enfer, mais sur leurs ennemis. Le caporal Michael O'Brien, un Irlandais qui haïssait presque autant les Anglais que les Allemands, a écrit « Les Allemands me traitent mieux que les Anglais ne l'ont jamais fait. Ils respectent même le fait que je sois catholique. » L'aumônier du camp, le père. Johannes est lui-même catholique. Nous prions ensemble, en latin, la langue commune de la foi. Le traitement correct a eu des conséquences qui ont dépassé les murs du camp. Les lettres à la maison ont commencé à changer l'image. Malgré la censure, des nouvelles ont filtré. Les familles ont appris que leurs fils, leurs maris, leurs pères étaient vivants et bien traités. Madame Elizabeth Henderson, la mère de Williams, a écrit au ministère de la Guerre « Mon fils écrit que les Allemands le traitent bien. Est-ce de la propagande ou est-ce vrai ?» Le ministère de la Guerre était dans une situation difficile. D'une part, il voulait maintenir le moral des troupes. D'autre part, il ne pouvait pas complètement nier les rapports. Un mémo interne du 12 janvier 1942 montre la confusion. Les rapports sur le traitement correct des prisonniers de guerre britanniques dans les camps allemands créent des problèmes pour nos efforts de propagande. Proposition. Souligner qu'il s'agit d'exceptions. Mais ce n'étaient pas des exceptions, c'était la règle, du moins pour les prisonniers occidentaux.
Les conséquences psychologiques sur les prisonniers ont été profondes. Beaucoup ont lutté contre la culpabilité. Comment pouvaient-ils haïr un ennemi qui les traitait humainement? Le capitaine David Thompson, psychiatre dans la vie civile, a mené des séances de thérapie informelles. Il a écrit plus tard « Les hommes souffraient d'une blessure morale, non pas à cause de mauvais traitements, mais au contraire, la dissonance cognitive, être bien traité par un ennemi mauvais, était plus difficile à supporter pour beaucoup que la dureté physique. » Après la guerre, de nombreux anciens prisonniers sont restés en contact avec leurs anciens gardes. William Henderson a correspondu pendant 30 ans avec le colonel von Stauffen. À la mort de von Stauffen en 1975, Henderson s'est rendu en Allemagne pour ses obsèques. Il n'était pas le seul ancien prisonnier présent. Tommy Brown et Hans Müller sont devenus amis pour la vie. Leurs enfants ont grandi en connaissant oncle Hans et oncle Tommy. L'inimitié d'une génération est devenue l'amitié de la suivante. En 1985, à l'occasion du 40e anniversaire de la fin de la guerre, les anciens prisonniers du Stalag 7A ont organisé une réunion. Ils ont invité leurs anciens gardes. 50 Allemands sont venus. De vieux hommes, autrefois ennemis, se sont embrassés et ont pleuré ensemble. Le chef d'escadron Peter Hughes, qui avait demandé à von Stauffen la veille de Noël 1941 pourquoi il agissait ainsi, a prononcé un discours. Le colonel von Stauffen nous a appris que l'humanité est possible même en temps de guerre. Il nous a montré que notre ennemi avait un visage, un cœur, une famille. Il a rendu impossible la haine aveugle. Le traitement des prisonniers de guerre britanniques par les Allemands a également eu des conséquences stratégiques. Lorsque les troupes alliées ont débarqué en Normandie en 1944, de nombreux soldats allemands ont préféré se rendre aux Britanniques plutôt qu'aux Soviétiques ou même aux Américains. Pourquoi? Parce que d'anciens prisonniers de guerre avaient écrit en Allemagne « Les Britanniques traitent les prisonniers équitablement ». Un soldat allemand qui s'est rendu en 1944 a déclaré « Mon oncle était prisonnier de guerre britannique lors de la dernière guerre. Il disait qu'il le traitait correctement. Alors, je me suis dit qu'ils me traiteraient correctement aussi. Et c'est ce qu'ils ont fait. La réciprocité de l'humanité, un bon traitement engendre un bon traitement. Un cycle qui peut même survivre à la dureté de la guerre. Bien sûr, il y a eu des moments sombres. Tous les camps allemands n'étaient pas comme le Stalag 7A. Tous les commandants n'étaient pas comme von Stauffen. Mais pour les prisonniers britanniques qui ont eu la chance d'atterrir dans des camps comme le sien, l'expérience a été transformatrice. Le soldat James Morrison, qui, au 5e jour dans le camp, ne comprenait pas encore pourquoi il n'était pas torturé, a écrit un livre 40 ans plus tard. Son titre, « L'ennemi qui est devenu mon ami ». Dans la préface, il écrivait « Cette guerre m'a appris que l'inimitié est un choix. Le colonel von Stauffen et ses hommes auraient pu nous traiter comme des sous-hommes. Ils ont choisi de ne pas le faire. Ils ont opté pour l'humanité. Et cette décision a changé non seulement notre survie, mais aussi nos âmes. » Un document particulièrement poignant est la lettre que von Stauffen a écrite à sa femme, peu après avoir pris le commandement du camp. « Ma chère Anna, aujourd'hui j'ai 10 000 prisonniers britanniques sous mes ordres. Je regarde dans leurs yeux et je vois la même peur que je verrais dans les yeux de Peter s'il était prisonnier. J'ai décidé de les traiter comme j'espérerais que notre fils serait traité, avec dignité, avec respect. Peut-être que si suffisamment d'entre nous agissent ainsi, nous pourrons préserver un peu d'humanité dans cette inhumanité. » Peter était le fils de von Stauffen. Il est tombé à Stalingrad en 1943. Il n'a jamais été fait prisonnier. Mais son père a continué à traiter les prisonniers britanniques comme s'ils étaient ses propres fils. Les soins médicaux dans le camp étaient remarquables. Le docteur Karl Hartmann, le médecin du camp, a tenu des registres détaillés.
Sur 10 000 prisonniers sous sa responsabilité, seuls 89 sont morts en 3 ans. La plupart de maladies qu'ils avaient déjà à leur arrivée, le docteur Hartmann a opéré. Vacciner, traiter les prisonniers britanniques avec la même diligence que les soldats allemands. Après la guerre, il a reçu des dizaines de lettres de remerciement. L'une d'elles, du soldat Kenneth Jones, dont il avait sauvé la vie, disait « Cher docteur Hartmann, vous ne connaissiez pas mon nom. Pour vous, je n'étais que le prisonnier numéro 14487. Mais vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez donné la chance de rentrer chez moi, de me marier, d'avoir des enfants. Mon fils aîné étudie la médecine. Je lui ai parlé de vous, de ce médecin allemand qui a prouvé que l'humanité ne connaît pas d'uniforme. Ce ne sont pas seulement des statistiques tirées d'archives poussiéreuses. Ce sont les moments qui montrent que l'humanité peut survivre même dans la guerre la plus sombre. De vraies personnes, de vraies surprises, de vraies réconciliations. Mon grand-père était prisonnier de guerre. Il m'a raconté des gardes allemands qui partageaient leur dernier pain. Si ces histoires sont importantes pour vous, si la préservation de cette histoire complexe est importante, alors soutenez les super merci de YouTube, le cœur d'or ci-dessous, qui soutient directement l'accès à plus de témoignages, plus de documents d'archives, avant que nous ne les perdions à jamais. Chaque super merci m'aide à passer des semaines dans les archives, au lieu de créer du clickbait. Il s'agit d'honorer tous les aspects de l'histoire. Le programme sportif du camp était exceptionnel. Le football était le grand égalisateur. Les gardes allemands jouaient contre les prisonniers britanniques. Les Britanniques gagnaient généralement. Ils avaient simplement plus de joueurs à choisir. Mais il ne s'agissait pas de gagner. Le caporal Jack Wilson se souvenait. Imaginez, on joue au football contre nos gardes. Il y a 1 heure, ils étaient là avec des fusils. Maintenant, ils essaient de nous dribbler. Après le match, on se serrait la main. Des ennemis qui se serrent la main, c'est fou. Les échanges culturels étaient profonds. Les gardes allemands apprenaient des chansons anglaises. Les prisonniers britanniques apprenaient des chants folkloriques allemands. Il y avait des représentations théâtrales, Shakespeare en allemand, Goethe en anglais. La culture comme pont sur les fossés de la guerre. Le soldat Arthur Davies, un Gallois qui chantait dans la chorale d'église avant la guerre, a organisé une chorale du camp, des voix allemandes et britanniques, unies en harmonie. Il chantait Bach. Il chantait Handel. La culture allemande et britannique fusionnée dans la musique. Lors d'un concert le dimanche de Pâques 1942, ils ont chanté le Messie de Handel, l'Alléluia. 200 prisonniers britanniques et 50 gardes allemands, leurs voix s'élevant dans un même éloge. La guerre semblait impossible pendant un instant. Les programmes éducatifs étaient impressionnants. Le colonel von Stauffen pensait que les hommes inactifs étaient des hommes malheureux. Il a organisé des cours, des langues, des mathématiques, de l'histoire, même de la philosophie. Le professeur James Mitchell, un universitaire prisonnier de l'université d'Édimbourg, a enseigné l'anglais aux gardes allemands et l'allemand aux prisonniers britanniques. Il a écrit « L'éducation était notre arme contre le désespoir. Von Stauffen l'a compris. Il nous a donné des livres au lieu de chaînes. La bibliothèque du camp a atteint 5000 livres, donnés par la Croix-Rouge, par des civils allemands, même par von Stauffen. Lui-même, provenant de sa bibliothèque privée, des livres en anglais, en allemand, en français, le savoir n'a pas de frontières. Le sergent Harold Fischer, un mineur du Yorkshire, a appris à lire au camp. Des gardes allemands, eux-mêmes peu instruits, l'ont aidé. Après la guerre, il est devenu enseignant. Il a dédié son premier livre aux soldats allemands qui lui avaient appris à lire. Les petits gestes étaient souvent les plus importants. Le garde Friedrich Zimmermann, dont le propre frère était prisonnier britannique, apportait secrètement des photos d'Angleterre aux prisonniers nostalgiques. Des images de Londres, du paysage anglais, de petites fenêtres sur la maison. Le soldat Ronald Green se souvenait.
Zimmermann risquait une punition pour nous apporter ses photos. Quand j'ai vu une photo de Piccadilly Circus, j'ai éclaté en larmes. Il a posé sa main sur mon épaule et a dit « Bientôt la guerre sera finie. Vous rentrerez chez vous. J'espère que mon frère aussi. » Le frère de Zimmermann a survécu. Après la guerre, les familles Green et Zimmermann se sont rendues visite régulièrement. L'inimitié, transformée en amitié par la simple bonté humaine. Les fêtes de Noël sont devenues une tradition. En 1942, elles étaient encore plus élaborées qu'en 1941. Les prisonniers ont joué une crèche. Les gardes allemands ont joué les bergers. Les prisonniers britanniques, les mages. Ensemble, ils ont raconté l'histoire de la paix sur Terre. Le colonel von Stauffen a même joué en centurion romain. Sa réplique « Il n'y a ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni hommes libres, ni allemands, ni britanniques, nous sommes tous des hommes. » Ce n'était pas dans le script original, mais personne ne l'a corrigé. La nourriture s'est améliorée lorsque les prisonniers ont commencé à créer des jardins potagers. Avec des semences de la Croix-Rouge et l'aide de paysans allemands des environs. Ils transformèrent des parties du camp en jardins productifs, des pommes de terre, des choux, même des tomates. Incroyable. Le caporal Thomas Bryant, jardinier dans la vie civile, travailla côte à côte avec le garde Otto Müller, fils de fermier. Ils partagèrent leurs connaissances sur les méthodes de culture. Müller apporta même du fumier de la ferme familiale. Des ennemis, cultivant ensemble la nourriture. C'est incroyable. La première récolte, à l'automne 1942, fut un festin. Des mains allemandes et britanniques avaient semé et récolté. La nourriture fut partagée. Von Stauffen insista pour que les gardes et les prisonniers mangent ensemble. Autour de longues tables, en plein air, ils partagèrent le pain. Un moment inoubliable. Le soldat Eric Thompson écrivit « Cela ne ressemblait pas à un camp de prisonniers, cela ressemblait à une étrange communauté. Des ennemis qui travaillaient ensemble, mangeaient ensemble, vivaient ensemble. Si nous pouvons le faire en temps de guerre, pourquoi pas en temps de paix ?» Une question poignante. L'art fleurit, les prisonniers peignaient, sculptaient, créaient de la beauté au milieu des barbelés. Les gardes allemands apportèrent du matériel, des couleurs, du bois, des outils, l'art comme langage universel, un message d'espoir. Le caporal-chef David Roberts, un artiste gallois, peignit des portraits de prisonniers, de gardes, du colonel von Stauffen. Le portrait de Stauffen est aujourd'hui accroché dans un musée à Londres, un souvenir que même les ennemis sont des êtres humains. Roberts peignit aussi le paysage allemand, les Alpes bavaroises au loin, les saisons changeantes. La beauté existe même en captivité. Après la guerre, il retourna en Bavière, en homme libre, en artiste, en ami, une histoire bouleversante. La solidarité entre les prisonniers, encouragée par le traitement équitable, était remarquable. Ils s'organisèrent, élurent des représentants, créèrent une mini-société. Von Stauffen respecta leur organisation. Il négociait avec les dirigeants élus, et non avec des individus, un respect inattendu. Le lieutenant-colonel Stewart, le dirigeant britannique élu du camp, avait des réunions hebdomadaires avec von Stauffen. Ils discutaient des problèmes, trouvaient des solutions. Deux officiers, de camps opposés de la guerre, qui collaboraient pour le bien-être des hommes sous leur responsabilité. Une collaboration exemplaire. Après une réunion particulièrement productive, Stewart dit à von Stauffen « Vous savez, colonel, si les politiciens étaient aussi raisonnables que nous n'aurions pas de guerre. » Von Stauffen répondit « Peut-être est-ce là le problème. Les politiciens mènent les guerres. Les soldats doivent les combattre, puis vivre ensemble. » Une réflexion profonde.
La liberté religieuse était pleinement respectée. Des offices religieux chrétiens, catholiques et protestants. On pria même pour les quelques prisonniers juifs, le kaplan allemand du camp, le père Johannes, et le kaplan britannique, le révérend William Clark, devinrent amis, une amitié improbable. Ils célébrèrent des offices communs en latin et en anglais. Ils prêchèrent le pardon, l'humanité, l'absurdité de la haine. Leur amitié devint un symbole de la possibilité de réconciliation, un symbole puissant. Le soldat Samuel Cohen, l'un des rares prisonniers juifs britanniques, écrivit « J'avais peur de révéler ma religion, mais quand je l'ai fait, von Stauffen m'a personnellement protégé. Il a dit que dans son camp, aucun homme ne souffrirait à cause de sa foi. » Un officier allemand, protégeant un juif en 1942, incroyable. Les conséquences de cette humanité après-guerre furent énormes. De nombreux anciens combattants britanniques devinrent des défenseurs de la réconciliation avec l'Allemagne. Ils avaient connu l'autre Allemagne, l'Allemagne de von Stauffen, Hartmann, Müller, un tournant historique, William Henderson. Le sergent qui avait reçu la soupe chaude de von Stauffen le premier jour devint professeur d'allemand après la guerre. Il enseignait non seulement la langue, mais aussi la compréhension. Il racontait à ses élèves des gardes allemands qui partageaient de leur pain, un héritage précieux. En 1960, Henderson organisa un voyage en Allemagne pour ses élèves. Ils visitèrent Moosburg, l'ancien Stalag 7A. Von Stauffen, alors âgé de 70 ans, les accueillit. Il pleura en revoyant Henderson, deux anciens soldats, autrefois ennemis, maintenant des ponts entre les nations. Une rencontre chargée d'émotions. Les enfants et les petits-enfants de ces hommes grandirent avec d'autres histoires, non seulement des histoires de guerre et de haine, mais aussi d'humanité et de compréhension. La semence de la réconciliation, semée dans un camp de prisonniers de guerre, une leçon inestimable. Le docteur James Patterson, le petit-fils de Henderson, est aujourd'hui historien. Il se spécialise dans les relations germano-britanniques. Dans sa thèse de doctorat, il écrivit « Mon grand-père m'a appris que l'inimitié est construite. Il l'a vécu. Des Allemands qui auraient dû le haïr l'ont traité avec dignité. Cette leçon façonne mon travail. » Une transmission générationnelle. L'histoire officielle britannique de la Seconde Guerre mondiale ne mentionne que brièvement les camps comme le Stalag 7A. L'histoire ne s'inscrit pas dans le récit simple du bien contre le mal. Mais pour les hommes qui l'ont vécu, elle était essentielle. Une vérité incontournable. Le capitaine d'escadre Peter Hughes, le chef d'escadron qui avait demandé à von Stauffen à Noël 1941, écrivit ses mémoires en 1980. Il consacra un chapitre entier à von Stauffen. Le titre « L'ennemi qui m'a appris l'humanité ». Un titre éloquent. Hughes écrivit « Nous sommes allés en captivité en attendant de rencontrer des monstres. Nous avons rencontré des hommes, de bons hommes, pris au piège d'un système mauvais qui ont choisi de rester bons. Cette décision, dans ces circonstances, était un véritable héroïsme. » Un témoignage fort. En 1995, pour le 50e anniversaire de la fin de la guerre, un monument fut dévoilé à Moosburg, financé par d'anciens prisonniers et d'anciens gardes. L'inscription, en allemand et en anglais, « Ici, les ennemis ont appris à être des hommes ». Un message universel. Lors de la dévoilement, William Henderson, alors âgé de 75 ans, prononça ces mots. Ce camp était l'enfer. Mais c'était aussi un endroit où l'humanité a survécu, où les Allemands et les Britanniques ont appris qu'ils avaient plus de choses en commun qu'ils ne les séparaient. Cette leçon ne doit jamais être oubliée. Un appel solennel. Friedrich von Stauffen était décédé en 1985, mais sa veuve, Anna, était présente à la cérémonie.
Elle fut embrassée par d'anciens prisonniers, des hommes qui la remercièrent pour ce que son mari avait fait, pour l'humanité qu'il avait préservée. Elle dit simplement « Friedrich pensait que chaque homme, quel que soit son uniforme, avait une mère qui s'inquiétait pour lui. Il traitait les prisonniers britanniques comme il espérait que les prisonniers allemands seraient traités. Ce n'était pas compliqué, c'était humain. Une simplicité bouleversante. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ? Mes spectateurs ont partagé des histoires familiales incroyables, des grands-pères qui étaient dans les camps, des amitiés inattendues, des lettres retrouvées dans des greniers. Partagez l'histoire de votre famille en captivité de guerre ci-dessous. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous sauvons ensemble. Assurons-nous que ces histoires complexes nous survivent tous. Un appel à la mémoire. L'histoire du Stalag 7A et du colonel von Stauffen est plus qu'une simple histoire de guerre. C'est une histoire de choix. Le choix de rester humain. Une histoire intemporelle. La décision de voir ses ennemis comme des êtres humains. La décision de surmonter la haine par la compréhension. Ces décisions, prises par des individus des deux camps, ont créé des îlots d'humanité au sein d'un océan de guerre. Elles prouvent que même dans les heures les plus sombres, les choix individuels en faveur de la bonté peuvent faire la différence. Les prisonniers britanniques, choqués par le respect allemand de la Convention de Genève, ont appris une leçon importante. Les êtres humains sont plus complexes que ne le laisse entendre la propagande. Les ennemis ne sont pas monolithiquement méchants. Et parfois, seulement parfois, l'humanité peut survivre à la guerre. William Henderson, dans ses dernières années, résumait ainsi « Je suis parti à la guerre pour tuer des Allemands. Je suis rentré à la maison avec des amis allemands. » Le camp lui a appris que l'uniforme ne détermine pas le caractère. Von Stauffen et ses hommes ont prouvé que l'honneur n'a pas de nationalité. Aujourd'hui, près de 80 ans plus tard, cette leçon est plus actuelle que jamais. Dans un monde en proie à des conflits, l'histoire du Stalag 7A nous rappelle que l'inimitié est un choix, et l'humanité aussi. La Convention de Genève, un simple morceau de papier, a pris vie grâce à des hommes qui ont choisi de la respecter. Des officiers allemands qui ont traité les prisonniers britanniques comme des êtres humains. Des prisonniers britanniques qui ont appris à voir leurs gardiens comme des hommes. Cette histoire ne glorifie pas la guerre. Elle honore les hommes qui sont restés humains en pleine guerre. Elle nous rappelle que même lorsque les nations s'affrontent, les individus peuvent choisir de se respecter les uns les autres. C'est une histoire qui n'est pas souvent racontée. L'histoire d'Allemands qui ont respecté la Convention de Genève, de Britanniques choqués par cette humanité, d'ennemis devenus amis. C'est une histoire complexe. Elle ne rentre pas dans des récits simplistes. Mais c'est une histoire vraie, une histoire importante, une histoire qui montre que l'humanité, même en temps de guerre, est un choix. Et parfois, les hommes font le bon choix. Un choix qui, face à l'horreur, brille d'une lumière inattendue. Un choix qui résonne encore aujourd'hui, un témoignage poignant de la capacité humaine à transcender la haine. Un héritage de respect et de compassion, héritage que nous devons chérir et perpétuer. Car au fond, l'espoir, même minuscule, est le seul rempart contre le désespoir.